Dans la liste de tous ces projets ici-bas, on va faire le maximum pour les trier et ressortir les meilleurs, mais également mettre en valeur les pires et surtout ceux qu'il faut éviter. Tu l'as compris, on est parti pour une vidéo tier list et cette fois-ci, on va traiter des projets qui n'ont pas encore airdrop ou alors qui sont peut-être partis pour un deuxième airdrop. Et oui, spoiler, pour faire cette liste, je t'ai demandé directement sur Discord et j'ai eu pas mal de réponses dont je me suis servi. Et à la fin de la vidéo, on parlera également de 2-3 autres projets que j'ai pas réussi à classer ou alors pour lesquels je n'avais pas les connaissances nécessaires pour me permettre de les mettre dans la liste. Au niveau des différentes catégories, pas trop de surprises, et on va voir au fur et à mesure ce que ça va donner. On commence avec le premier juste ici, et il s'agit de Squid Router. C'est un bridge qui avait un niveau de barjo à une époque, et qui encore aujourd'hui est particulièrement utilisé pour les personnes qui sont actives sur l'écosystème de Cosmos. Notamment parce qu'il permet de faire le pont assez facilement de ces blockchains-là vers les blockchains EVM. Et mine de rien, il n'y en a pas 50 des bridges qui permettent ce genre de route. Bon, tu me connais, moi et mon utilisation, franchement, c'est pas spécialement un truc que j'utilise. Bien que l'interface soit plutôt jolie, franchement, moi je trouve que c'est pas très simple à utiliser, et ça demande je sais pas combien de clics à chaque fois pour faire la moindre transaction. Je lui préfère largement un certain jumper qui fait à peu près le même taf, sans être exactement la même chose. Concernant les levées de fonds, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui l'a suivi celui-là, mais ils ont quand même levé 7,5 millions avec une dernière levée en janvier 2024. Franchement, c'est pas rien non plus. Franchement, c'est juste un projet qui est ultra spécifique et dont j'ai pas trop l'utilisation. Je vais le mettre dans quelques transactions quant à l'occasion. Parce qu'il fait le café pour ce qu'il est censé faire, mais pour mes utilisations à moi, ouais, il y a mieux quoi. Ensuite, on a un certain Aptos, une layer 1 alternative qui fonctionne avec un langage de programmation un petit peu particulier, le Move. C'est la même chose sur Sui ou encore sur Movement. Pour le coup, c'est une blockchain sur laquelle j'étais particulièrement actif pendant un bon moment parce que la DeFi reste intéressante dessus. Il y a pas mal d'activités, le bridge se fait assez bien vers les autres blockchains, même si c'est pas le même langage de programmation, notamment grâce à un certain Layer 0. Mais pour le coup, j'ai de plus en plus de mal avec ce projet qui ne prend pas. La concurrence, je l'ai cité à l'instant, c'est Sui, et franchement, c'est Sui qui est en train de gagner. Et là où Aptos a encore de la supply à distribuer à droite à gauche dont on ne connaît absolument pas les critères, et le souci, c'est que cette supply-là, elle ne vient pas. L'airdrop numéro 1 a eu lieu fin 2022, aujourd'hui on est mi-2025, il n'y a toujours pas eu de saison 2, et à ce stade-là, ça me paraît plutôt improbable qu'on en ait une nouvelle. Il n'y a pas trop de débat, pour moi on est sur un projet qui est mort aujourd'hui et qui n'a pas vraiment réussi à se réinventer. Ensuite on est sur un conglomérat de projets, alors je sais que ça se lit pas bien, mais c'est Hyper-EVM. Ça combine donc tous les projets qui construisent sur Hyper-EVM, la blockchain d'Hyperliquid. Au global, je considère que c'est banger. Je te fais d'abord un petit topo généraliste et après on va zoomer. La majorité des projets qui construisent là-dessus, ils ont hérité de la philosophie d'Hyperliquid. C'est-à-dire de faire des gros drops à coût de 20-40% de la supply et surtout de les faire rapidement dans les 3 à 4 mois après le lancement de ceux-ci. Ce qui fait que même si on n'est pas sur des projets qui se valorisent de barjo, il y a tellement de la supply qui est distribuée et elle est distribuée tellement rapidement que ce sont des airdrops qui sont giga intéressants. Ensuite, tu es sur une blockchain sur laquelle le token de gaz se valorise vachement bien. Je te laisse regarder la charte sur les derniers mois d'Hyperliquid, on est sur une performance de barjo. Du coup, en plus de farmer les projets de l'écosystème, ton bag il a tendance à grossir. Et juste ça, c'est absolument banger. Maintenant, imagine 30 secondes qu'on zoome un petit coup et là maintenant je t'affiche les différents projets de l'écosystème. Voilà comment je classerai via ce sweat que j'ai sorti sur Twitter il y a quelques jours. Et oui, je te fais une tier list dans une tier list parce que pourquoi pas. En tout premier, il y a Hyperunit et je vais pas développer parce qu'on y reviendra et plus tard dans la vidéo et parce qu'il y a déjà une vidéo dédiée sur ce sujet. Ensuite ici, on a un certain Hybra qui a d'ailleurs changé très récemment de modèle de farming. Avant, les points étaient distribués de façon un petit peu arbitraire, j'ai envie de dire, alors que maintenant, depuis la dernière update, on est sur des points qui sont distribués en fonction des frais générés. C'est-à-dire que plus tes LP vont générer de frais, plus tu vas générer de points. Ce qui ne me semble vraiment pas déconnant comme méthode de fonctionnement. Le développeur derrière le projet est vachement à l'écoute et n'hésite pas à redistribuer des sommes à droite à gauche. Et Hybra aujourd'hui, c'est un petit peu le digne successeur de KittenSwap qui a complètement foiré suite à des actions un petit peu douteuses de son développeur. Le truc, c'est qu'on est encore une fois sur un énième projet d'Odex sur Hyperliquid et donc la question c'est est-ce que ça va se valoriser et surtout est-ce que ça va tenir un minimum dans le temps. Parce que la liquidité sur Hyper-EVM, plus mercenaire tu meurs et donc la question se pose vraiment. Parce qu'à la seconde, là où la campagne à point va s'arrêter, les gens vont bouger à droite à gauche et vont abandonner le projet. Et ça, c'est une certitude. Ce projet-là qui s'appelle Projet X, je le mettrai aussi
juste ici, entre les deux. On est encore une fois sur un DEX à liquidité concentrée, tous les disclaimers qui vont bien, dans le sens c'est compliqué de faire de la liquidité concentrée, plus attention non pas spécialement à l'impermanent loss, mais surtout au fait de sortir de ton range dans un marché qui est particulièrement volatile. Sur Projet X, il y a plus de liquidité, on est quasiment à 50 millions de TVL, mais par contre j'ai l'impression que la liquidité est moins bien utilisée, dans le sens là où les utilisateurs qui ont déposé dessus ne sont pas spécialement des experts en liquidité concentrée et vont avoir tendance à avoir des ranges qui sont super larges, ce qui fait que tu peux print plus que correctement en déposant ta liquidité là-bas, d'autant plus que les points sont quand même relativement simples à marquer. Et ensuite toujours en top tier, on a un certain Liminal que j'utilise beaucoup et pour faire du volume sur Hyperliquid et sur Hyperunit, mais également parce que ça génère des frais qui sont plutôt sympathiques, notamment quand le marché est vachement vert. C'est par contre moins le cas aujourd'hui, là où les fundings sont moins intéressants, et j'hésite à sortir de cette position au moins temporairement en attendant que le marché reparte. Parce que mine de rien, il y a moyen de sécuriser vraiment pas mal de yield à droite à gauche, tout en restant encore une fois sur Hyper EVM. Je pense notamment à Spectra et Pendle qui proposent des choses très intéressantes. Pour le reste des projets, on va y aller assez brièvement. G-Liquid, pour moi, ils ont pas un produit assez original et assez bien fonctionnel pour marcher, et ça malgré qu'ils veulent sortir 60% de leurs tokens en airdrop. HyperSwap aujourd'hui, c'est les rois incontestés sur Hyper EVM, il y a juste pas débat là-dessus. Le truc, c'est qu'il y a tellement de concurrence que pour moi, ça vaut pas le coup de marquer des points ou alors leurs nouveaux tokens qui viennent de lancer aujourd'hui. Hypercat, ils ont une interface qui est vraiment banger, mais malheureusement aujourd'hui, je les vois pas prendre plus de traction que ça. Kinetic, on est sur du liquid stacking et aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'edge à obtenir dessus. Pour moi, c'est la meilleure chose à faire avec tes hypes si tu les détiens juste comme ça, mais juste il ne faut pas s'attendre à un airdrop de Barjo quoi. Ramsès, c'est un énième dex et j'ai pas grand chose à en dire. Keaton Swap, tant qu'il ne relance pas, ben c'est au point mort et j'ai rien à en dire. Curve, c'est juste trop 2021. Laminar, c'est mort dans l'œuf. Et Felix et Hyperland, bah c'est juste des projets de lending borrowing et historiquement ça paye pas ces trucs là. Et toujours sur Hyper EVM, il y a un petit dernier qui vient de sortir du lot et que tu as peut-être vu ces derniers jours si tu utilises Liquid. Ce petit projet là il s'appelle Hyperbrick et il fonctionne un petit peu à la façon d'un Meteora. C'est-à-dire que tu gères tes pools avec différentes bins et tu peux également venir choisir en fait la configuration de ces bins. Ça permet beaucoup plus de personnalisation et également généralement ça permet de brasser plus de volume qu'un AMM classique. On est sur un projet qui aujourd'hui reste très petit avec seulement 934 000 $ de TVL et qui d'après la documentation est un fork complet de Trader Joe version 2. Et pour le coup c'est une découverte pour moi parce que je pensais pas qu'ils étaient en DLMM. Pour moi Trader Joe c'était un DEX à liquidité concentrée classique. Et pour le coup je trouve que c'est un move qui est particulièrement intéressant parce que ça permet de sortir des sentiers battus et d'avoir un projet qui est un petit peu différent des 10 000 autres DEX à liquidité concentrée qui se développent sur Hyper EVM. Perso je vais poser un petit billet dessus, en tout cas au moins tant qu'on est early. Et ça parce qu'évidemment ils ont un modèle à points, sinon ce serait pas marrant. Voilà donc pour Hyper EVM. Je pense que tu l'as compris, si aujourd'hui il y a bien un écosystème dans lequel je me spécialise, c'est celui-ci, c'est Hyperunit, Hyper EVM et Hyperliquid numéro 2. Je sais, je suis relou de parler quasiment exclusivement de ça en ce moment, mais pour moi aujourd'hui c'est le meilleur créneau. Il y a juste rien d'autre aujourd'hui, tout écosystème confondu, qui leur arrive à la cheville. Et le jour là où ça change, je serai le premier à aller sur les nouveaux créneaux, mais aujourd'hui je ne vois rien. Pas qu'il n'y a rien d'autre à farmer, absolument pas, il y a plein de trucs à droite à gauche comme on va le voir dans la suite de la vidéo. Mais aujourd'hui juste l'upside sur ce créneau est tellement supérieur à tout ce que je vois d'autres que je suis forcé en fait de mettre quasiment tout mon temps là-dessus. Et ne te méprends pas, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Aujourd'hui j'ai mis tellement de temps et de ressources dans ce créneau-là que j'en ai fait une feuille de triche complète qui lui est dédiée. Sachant que ça fait 4-5 mois que j'en parle tout le temps, j'ai mis toutes les ressources que j'ai développées dans la newsletter ici. C'est un recueil de tout le contenu gratuit et payant que j'ai jamais publié sur le sujet. C'est accessible via la newsletter, donc pour le prix d'un café par semaine. Et franchement, vu tout ce qu'il y a dedans, autant dire que c'est donné. Si c'est un truc qui te botte, c'est directement dans le premier lien de la description. Et oui, si tu veux tester, tu as 7 jours offerts. Voilà, on repart sur la suite de la vidéo. Le prochain projet, c'est un certain Jumper et Jumper/Liffy. Pourquoi Liffy? Eh bien, tout simplement parce que c'est le nom du projet qui gère Jumper. C'est la partie tech derrière Jumper si tu préfères. Ils ont levé 23 millions de dollars avec une dernière levée de fonds en mars 2023. Et franchement, aujourd'hui, vu l'utilisation de Jumper, ça doit valoir un beau paquet de dollars ce projet. C'est de très loin le premier projet auquel je pense quand je dois faire un bridge, un swap, et ça peu importe l'écosystème. Ils sont juste partout et le produit est juste trop bien. Celui-là il va dans la deuxième catégorie, s'utilise sans farm et EV+. Je commence quand même à avoir un petit doute si un jour ils vont lancer un token parce que ça fait très longtemps qu'ils sont live, mais je me dis que les VC ont aucun autre moyen de rentabiliser leur investissement qu'en lançant un token, et donc pour moi c'est qu'une question de temps. La suite c'est commander un certain Layer 0 et ça va un petit peu de pair avec
avec Jumper parce que tu peux utiliser les deux en même temps. Ils vont encore dans les 11-12% de la supply allouée pour probablement plusieurs airdrops à venir. Et autant pendant un long moment j'étais particulièrement bullish dessus, autant aujourd'hui je le suis de moins en moins. Déjà parce que l'airdrop traîne de plus en plus et donc il y a de plus en plus d'activités à prendre en compte pour le jour là où ils vont drop leur deuxième saison. Et ensuite également parce que le token n'arrive pas vraiment à sortir la tête de l'eau. En l'état, je vais le mettre dans la même catégorie que Squid, c'est-à-dire quelques transactions quant à l'occasion, mais pas spécialement un projet qu'on va farmer en permanence et sans y faire attention. Et ça c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui sur Jumper, ils n'apparaissent quasiment plus premiers. Un exemple très simple, je veux bridger un Ethereum de Base vers Arbitrum, et je dois scroller très bas avec tout en bas Stargate. La concurrence comme Relay ou encore la version numéro 4 de Cross, elle explose en termes de frais et de temps de transaction. Le seul cas là où Layer 0 est encore en tête, c'est sur les OFT, c'est leurs propres tokens qui sont cross-chain, et là par contre c'est très souvent Layer 0 qui va gagner, parce qu'on est sur des tokens qui se transfèrent en 1 pour 1. Ok, on enchaîne, la suite c'est un certain Espresso, et Espresso c'est un petit peu plus compliqué que juste répondre avec une phrase. J'aurais tendance quand même à le mettre dans si t'as du temps, go. Alors déjà on est quand même sur un énorme bébé qui a levé 60 millions de dollars, ce qui n'est pas rien et il faut quand même le mentionner. Mais ensuite il faut également le dire, on est sur un projet qui ne prend pas plus que ça. Parce qu'Expresso c'est un petit peu l'équivalent de ce qu'on va retrouver sur du Caldera, du Boundless ou encore du Conduit. C'est-à-dire on est sur un projet d'infrastructure qui va se greffer à un projet déjà existant et qui quand tu vas utiliser ce projet déjà existant, et ben par extension tu vas utiliser Espresso. Le truc c'est qu'absolument tous les projets sur lesquels Espresso s'est greffé sont des projets qui sont soit en état de mort cérébrale, soit des projets qui sont absolument inutilisés. Et du coup, c'est un peu qui tout double, à mon avis, ça va pas lancer une valorisation folle et ils ont levé beaucoup trop de fonds pour ce qu'ils proposent. Et j'ai un petit peu peur que comme Caldera, eh ben, ils soient particulièrement radins avec les utilisateurs on-chain suite à ça. Le truc pour moi, si tu veux être éligible à Espresso, ce serait donc d'utiliser ces différentes blockchains et ces projets qui vont utiliser en back-end Espresso. Mais est-ce que ça payera et surtout à quel point il faudra les avoir utilisés pour être éligible? Et ben ça, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Du coup, je le laisse ici parce que je sais pas trop quoi en faire. À un moment, j'étais particulièrement bullish, mais là, suite aux dernières news et ce qu'ils ont fait avec la levée de fonds, etc., ça me plaît de moins en moins. Ensuite, on a du Debank slash Rabi, et pour moi, ce sont deux projets qu'on ne peut pas séparer, et je pense qu'ils feront un airdrop ensemble. Déjà parce que Rabi s'est développé par la team de Debank, voilà, et aussi parce que dans les campagnes qui ont été déployées il y a un petit moment déjà, et ben les deux étaient quand même plus ou moins liés. Pareil, on est sur des projets que je sais pas trop où placer. J'aurais tendance à mettre les deux dans la catégorie s'utilise sans farm EV+, parce que je fais rien de particulier pour les farmer, mais je sais pas non plus si ce sera suffisant pour être éligible. Par exemple, j'utilise jamais la fonctionnalité de swap intégrée à Rabi. Je préfère gérer toutes mes transactions moi à la mano plutôt que de lui faire confiance. Donc ouais, je suis plutôt mitigé, et pareil pour l'airdrop de Debank, c'est un truc qu'on attend depuis une éternité, mais c'est typiquement le genre de projet qui n'a pas besoin de token. Ils avaient d'ailleurs fait quelques tests avec type un genre de réseau social un petit peu douteux, ça a pas pris. Bref, en l'état, tout le monde utilise toujours Debank juste pour voir ce qu'il y a sur son wallet et pas pour envoyer des messages. Alors je sais vraiment pas quoi en faire. Ensuite, on a un certain Giza, et pour moi, Giza, il n'y a pas trop de débat. Si t'as du capital, go. Et quand je dis Giza, ça inclut également Arma, qui est le projet principal qui construit dessus. Et sa fonction, c'est d'être un agent IA qui va venir rééquilibrer tes positions en DeFi pour générer le maximum de rendement possible sur des stablecoins. Ça fonctionne vachement bien et ça te garantit dans les 15% de yield, dont un tiers qui est payé en token Giza. Et également, ça joue l'airdrop numéro 2 de Giza. Je trouve que c'est très propre ce qu'ils ont fait. En plus, le projet est pas si valorisé que ça. Donc, il y a vraiment un upside assez sympathique à aller capter si ça fonctionne plus. Vraiment, c'est très cool ce qu'ils font Giza. Ensuite, on a un certain Hyperunit. Et là, on est sur un sujet que j'ai déjà traité à plusieurs reprises. Et qui d'ailleurs, à tout hasard, est littéralement la dernière vidéo qui a été publiée sur la chaîne. Je vais donc pas détailler plus que ça et je vais juste te dire d'aller checker la dernière vidéo qui a été publiée. Il y a vraiment tout ce qu'il faut savoir dessus, donc c'est un truc à ne pas louper. Sans grande surprise, ça va directement au niveau de Banger parce qu'il n'y a pas débat. Ça fait partie du trio Hyperliquid, HyperEVM, Hyperunit. Juste, c'est le top game en ce moment. Ensuite, on a du Base et là aussi, ça me met dans un inconfort particulier parce que je ne sais pas où le mettre. Si tu demandes au mage d'il y a 1-2 ans, il va te mettre le Base au même niveau que Hyperliquid & Co. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, Base, j'ai de plus en plus de doutes qu'ils vont sortir un token un jour. Parce qu'on est sur une blockchain de Layer 2 qui est live depuis plus de 2 ans, elle a lancé en juin 2023. Oui, ça fait aussi longtemps que ça existe, Base. Et surtout qu'aujourd'hui, en l'état, quand tu regardes la courbe de la TVL, il n'y a
plus vraiment d'edge à en dériver. Les trois quarts des projets qui sont déjà déployés dessus sont déjà valorisés de façon relativement correcte. À l'inverse d'un Zcasync qui avait quelques centaines de millions de TVL et qui s'était bien valorisé, la base c'est quand même quasiment 6 milliards de TVL. Alors ouais, pour la même somme que tu vas déposer dessus, ça représente qu'une infime partie de l'activité et de la TVL. Franchement, je sais pas s'ils vont sortir un token un jour. Je pense qu'ils attendent un changement structurel à un moment qui va les forcer à le faire. J'ai vu passer sur Twitter que certaines personnes pensent que le lancement d'un token de chez Linea va peut-être les pousser, notamment dans le fait de venir faire du buyback avec les frais qui sont générés sur la blockchain, concept qui est d'ailleurs très intéressant et qui à mon avis devrait être repris par absolument toutes les layers 2, mais je sais pas si ça va être suffisant. Aujourd'hui ils ont clairement le monopole de la layer 2 et c'est pas prêt de changer. Il suffit de regarder la TVL dans la DeFi qui est largement plus importante que sur Arbitrum, on est quasiment sur un x2. Seul point là où il peut y avoir débat, c'est sur la TVL bridgée, mais j'ai un doute si une grosse partie de cette TVL bridgée, c'est pas juste de la TVL sur Hyperliquid. Parce que oui, Arbitrum, c'est quand même un petit peu considéré comme un bridge vers Hyperliquid encore aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'ils viendraient foutre en l'air leur modèle économique en lançant un token? Je pose la question et j'ai pas la réponse, donc je sais pas quoi faire de base sur mon classement. De mon côté, si je dois résumer mon utilisation, quelques transactions quand j'en ai l'occasion, parce que c'est plus la blockchain principale sur laquelle je fais de l'activité. Ensuite, on a un ZDC qui, je pense, n'est pas très connu, il s'agit de Zama, gros projet de blockchain avec une levée de fonds de 130 millions de dollars, qui est un petit peu sur le créneau de Monero avec la privacy. On est vraiment ultra early et donc je vais le mettre simplement dans trop tôt pour juger parce que j'ai pas beaucoup d'informations dessus pour le moment. Perena qui est un play de stablecoin et que je vais mettre dans Cité du Capital parce que c'est un play de stablecoin, grand classique. Ensuite, un petit peu plus compliqué, on a du Bungie slash Socket, ou plutôt Socket, on m'avait fait la réflexion la dernière fois que j'en ai parlé, et je pense qu'on peut le dire, c'est le miroir de Jumper et Liffy. À peu de choses près, c'est la même chose, mais en moins bien. Ils ont levé moins de fonds, la plateforme est moins intuitive, elle prend plus de frais, ou en tout cas les quotes sont moins intéressantes que sur son rival. Et ça prend également en charge beaucoup moins de blockchain, même s'ils ont fait un effort récemment. Du coup de mon côté, il n'y a pas trop de débat, je vais le mettre dans quelques transactions quant à l'occasion, même si c'est vrai que je m'en suis pas servi récemment. On enchaîne avec un certain Monad, et là j'aurais presque pu créer une catégorie à part, vraiment juste pour Monad. Je l'aurais appelé la catégorie du trop tard, parce que pour moi c'est trop tard, que ce soit et sur le testnet, et sur les interactions sociales, notamment le Discord. Le seul angle que je vois encore jouable sur Monad à partir d'aujourd'hui, c'est de jouer le premier rôle du Discord, plus de l'activité sur testnet. Du coup le rôle full access, qui est quand même relativement simple à choper par rapport au reste. En dehors de ça, aujourd'hui, je vois pas trop d'intérêt à se positionner dessus. Le testnet a été plus que saturé par des bots, et après pour choper les autres rôles du Discord, une personne normale qui commence à grind et à s'y mettre très sérieusement, ben elle en a en général pour au minimum 6 mois. Perso, je pense que ça lance avant la fin d'année, donc ça me paraît quasi impossible sur ce créneau. Alors encore une fois, je sais pas dans quelle catégorie le mettre. Si j'avais pas le choix de le mettre quelque part, je pense que je le mettrais ici, dans le jaune. Mais plus parce que c'est jaune, plutôt que parce que la description lui va bien. Celui-là, pour le coup, il est vraiment pas connu, et je pense pas que le logo te dise quelque chose, il s'agit de Trade Neutral. Alors désolé, c'était plutôt Neutral Trade, je me plante à chaque fois sur son nom. C'est un projet natif de Solana qui propose des stratégies avancées à peu près tout le monde. À savoir que ça reste quand même des stratégies qui sont plutôt risqués, et qu'on est pour la plupart soit sur des stratégies qui sont stables, soit sur des stratégies qui sont adossées au sol. Et pour le coup, oui, je continue de le dire, on est sur quelque chose de risqué. Et non, je ne pense pas non plus que ça peut sortir à une valorisation folle. De mon côté, c'est là-bas que j'ai le reste de mes sols parce que je sais pas trop quoi en faire d'autre aujourd'hui. Donc c'est plutôt une solution par défaut pour les faire bosser un petit peu qu'un véritable play là où je me dis ce play là il est banger. Encore une fois ici, la catégorie jaune. Tiens, qu'est-ce qu'on a là? On a un certain optimisme, et surtout un optimisme numéro 6. Du coup, qu'est-ce qu'on peut en dire de celui-là? Et ben malheureusement, ça a changé. Pour moi, optimisme, maintenant, c'est EV-, perte de temps et de dollars. Déjà parce que je les vois mal sortir encore un énième drop aujourd'hui. Regarde juste la charte du token, c'est terrible. Il n'y a absolument plus aucune hype sur OP et son écosystème, et c'est vraiment en perte de puissance très forte depuis quelques années. Depuis le dernier pic en mars 2024, on est quand même quasiment un divisé par 5. Hormis Base qui tourne avec l'OP stack, la majorité des autres blockchains, c'est vraiment pas une grosse réussite. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder les contributions qui ont été réalisées par les différentes blockchains. Elles sont absolument toutes négligeables en dehors de la blockchain de Coinbase. On peut aussi zoomer un petit coup sur la TVL pour s'en convaincre, ça donne une bonne idée. Autant j'étais bullish pendant longtemps et les airdrops d'OP sont restés très intéressants jusqu'à au moins la 5e saison, ce qui, il faut le dire, c'est quand même un exploit parce que la majorité des projets font un bon airdrop avant de sombrer absolument dans l'oubli, alors qu'Optimisme, même encore jusqu'au 5e airdrop, on a eu des trucs qui étaient vraiment très cool. Sauf
que là, ça commence à partir dans tous les sens, il y a plus d'edge évident, la gouvernance commence à se dégrader. Ouais, je suis vraiment pas convaincu par ce qu'ils sont en train de faire. Du coup, c'est la fin du rideau pour eux, et de mon côté, bah, j'ai commencé à virer mes fonds vers d'autres blockchains plus intéressantes. Désolé Optimisme, on aura fait un beau bout de chemin ensemble, mais malheureusement, ça s'arrête là. Tant qu'on est sur les layers 2, on va rester dessus, le suivant c'est Abstract. Accessoirement, la layer 2 de Lucanet et des Pudgy Penguins. Comment le dire poliment, c'est la layer 2 des KOL si tu préfères. Ils ont effectivement un modèle à points, mais un modèle à points qui est absurde au possible, qui fait en sorte que les personnes qui sont actives sur des streams pour la blockchain vont marquer une quantité délirante de points par rapport aux gens qui sont réellement actifs sur la blockchain. Ce qui fait que le game est absolument déséquilibré. À ça, tu rajoutes le fait qu'ils ont décidé de construire une blockchain qui est spécialisée dans les jeux on-chain et les expériences un petit peu douteuses. Jeux d'argent et casino, me voilà. À ça, tu ajoutes également le fait de devoir utiliser un wallet qui est un petit peu bizarre et dont je n'apprécie pas trop les codes. Et voilà, tu as le résultat. Perso, c'est vraiment un truc qui me parle pas du tout, donc je le mets mort à mes yeux, j'y ai pas touché beaucoup. J'étais un petit peu actif dessus au début pour tester, pour voir si ça prenait ou pas. Et ouais, je suis vraiment pas convaincu. Le prochain dans la liste, toujours dans les Layer 2, cette fois-ci c'est Soneium, la Layer 2 de Sony. Je me rappelle la première fois qu'on avait entendu ça, vraiment c'était lunaire, mais pour le coup ils ont bien une Layer 2. Alors pour le coup il n'y a pas 50 trucs qui se passent dessus, il y a différents types d'incentives qui ont été déjà distribués, mais c'est des campagnes que je trouve au mieux douteuses. Tu vois juste le nom et les logos des projets qui construisent dessus et t'as déjà une bonne idée de quelle bébête tu vas rencontrer. Voilà, ça c'est l'application principale du réseau, j'espère que ça te donne envie de déposer des fonds dessus. Personnellement, vraiment pas, je laisse la place au prochain. Il y a juste un intérêt très spécifique à aller sur cette blockchain que je ne dévoilerai pas parce que sinon je vais me diluer, mais en dehors de ça, je vois pas trop d'intérêt à tourner des transactions là-dessus. D'autant plus que je suis pas convaincu qu'il y aura un airdrop là-dessus un jour. Je vais la mettre dans EV-, perte de temps et d'argent. Ensuite, on a du Mitosis. Mitosis, j'ai même pas besoin d'en parler plus que ça, c'est mort à mes yeux. Ils ont vraiment lancé campagne sur campagne et ça a été décevant à chaque fois, ça fait beaucoup trop longtemps que ça tourne, ça a beaucoup trop de TVL pour les seulement 6 millions de dollars qu'ils ont levés, et encore j'ai un doute si c'était autant. Vraiment, je comprends pas qu'il y ait encore autant de monde qui suit ce projet de façon aussi sérieuse. Ensuite, Hyperliquid, c'est pareil, ça va dans la catégorie banger, hein, c'est mon trio de tête, il n'y a pas grand chose de plus à en dire, j'ai déjà tout dit sur le sujet. Juste regarder soit la feuille de triche, soit les dernières vidéos que j'ai tournées dessus. Avec tout ça, t'as déjà largement assez de ressources pour bien te positionner dessus. Ensuite, on a un certain trio de blockchain de layer 2 que je vais mettre dans la même catégorie, c'est-à-dire mort à mes yeux. Starknet, la dernière annonce d'une personne officielle de Starknet concernant un airdrop numéro 2, c'était de dire oui, il y aura un airdrop numéro 2, mais il tombera uniquement quand on aura un product market fit. Autant te dire que ça ne tombera jamais parce que Starknet n'atteindra jamais un product market fit. Et j'ai vraiment pas besoin d'en dire plus. Zcash, la dernière fois qu'ils ont essayé de mettre des incentives sur leur blockchain, et ben ils les ont retirés au bout de 2 semaines alors que la campagne devait durer 6 mois. Pareil, j'ai pas besoin d'en dire plus. Et Arbitrum, pour moi, c'est un problème de DAO parce que c'est à la DAO de se mettre d'accord pour distribuer un airdrop et jamais de la vie elle arrivera à se mettre d'accord là-dessus. La gouvernance dans la crypto, c'est un mythe, c'est une légende, c'est tout ce que tu veux et c'est pas pour rien. J'ai ensuite du méga Ethereum et celui-là je vais le mettre dans trop tôt pour juger. Parce qu'effectivement sur le réseau aujourd'hui en testnet, il y a 2-3 applications qui ont l'air vachement intéressantes et que j'ai vraiment envie d'essayer. Mais le problème c'est qu'aujourd'hui l'écosystème est vachement enclavé et juste pour tester des applications de testnet, il te faut des codes. Entre nous, j'ai autre chose à faire et des choses bien plus intéressantes d'un point de vue dollar que de me prostituer pour choper des codes. Je veux bien qu'il y ait un minimum de check, comme par exemple vérifier que l'utilisateur a plus de X transactions sur Ethereum avant de le laisser toucher à ton testnet un petit peu spécifique. Mais bon, il y a des limites à ça quand même, et les applications qui tournent sur Mega Ethereum, eh ben a priori elles ont pas compris le concept. Du coup, j'ai quasiment rien pu tester sur le testnet, comme beaucoup de monde, et je ne peux pas en parler juste parce que j'ai pas eu les codes pour faire des trucs. Et non, je ne suis pas allé en demander en DM au projet parce que ça ne me paraît pas normal comme façon de procéder. Alors je sais pas, peut-être que le mainnet va se lancer, qu'il y aura des trucs intéressants à faire sur Mega Ethereum, mais en l'état je ne peux pas me prononcer parce que j'ai pas pu tester les dApps les plus intéressantes. Pour les citer, je pense à Noise, Euphoria ou encore GTE, qui ont tous des mécaniques plus stupides les unes que les autres pour accéder à du simple testnet. Autant Loki, un accès sur un mainnet comme ce que Liminal a fait, ça me paraît quand même raisonnable. Autant au niveau de dApp sur une blockchain, je trouve ça vraiment hard, surtout quand tu vois à quelle vitesse les codes sont distribués. Voilà, je vais juste arrêter d'en parler ici. Ensuite, on a du Farcaster, et
ça, si t'as du temps, go. De mon côté, j'ai pas débarqué plus que ça là-bas. Mais la légende raconte, notamment un certain Tarantino, qu'il y a des choses très intéressantes à aller creuser là-bas. Des petits projets qui lancent à droite à gauche, parfois même avec du pognon à se faire. Et également que la concurrence n'est pas énorme, alors même qu'il y aurait quand même toutes les raisons pour, parce qu'on est sur un projet qui a levé 180 millions de dollars, qui est valorisé à 1 milliard, ce qui est monstrueux pour un type de réseau social, et que le lead investor, c'est quand même Paradigme. Oh attends, bouge pas, c'est une histoire que j'ai déjà entendue quelque part, c'était pas un certain Frentech ça? Projet réseau social, avec en lead investor Paradigme, et qui ont levé des fonds, bon on sait pas combien, mais quand même, qui avait d'ailleurs fait un airdrop qui était plutôt sympathique, notamment pour les personnes qui l'ont véritablement joué, et il y avait un vrai game pour les personnes qui étaient early. Alors évidemment, je grossis le trait en disant que c'est équivalent, c'est pas du tout équivalent, il y a juste quelques similitudes qui sont assez rigolotes. C'est pas vraiment comparable, et surtout, il n'y a pas la même somme à injecter dedans pour faire la moindre chose dessus. Et d'ailleurs, juste pour rigoler, voilà la tête de la charte. Spoiler, si Farcaster sort un token, ce sera certainement la même. Jusqu'ici, personne n'a encore trouvé la recette magique pour faire du réseau social et de la crypto en même temps, et je pense pas que c'est Farcaster qui détient la recette. Mais par contre, il y a peut-être un créneau pour se positionner encore aujourd'hui. Et le dernier de ma liste, avant les quelques bonus, c'est un certain Momentum, autrement dit MMT Finance, et ben il aurait été mieux classé si j'avais fait la vidéo ce matin, mais ils ont fait une annonce plus que douteuse aujourd'hui. Ils essayent de lever entre 8 et 16 millions de dollars en vendant des NFT, ce qui est absolument colossal pour la taille du projet, donc malheureusement ils terminent dans la dernière catégorie. S'ils n'avaient pas fait ce move giga douteux, pour moi c'est terminé dans si t'as du capital go, mais là pour moi c'est vraiment pas le moment de faire un truc comme ça, et je comprends pas, c'est purement du cash grab. Dans la liste des mentions honorables, on a du Relais qui est backé par Réservoir. Attention, c'est bien ce réservoir là et c'est pas le réservoir stablecoin. Pour le coup, Relais que j'utilise beaucoup et qui fonctionne très bien à travers Jumper. L'utilisation principale c'est pour faire du bridge, mais depuis très peu ils ont rajouté des vaults qui permettent de générer des intérêts sur de l'Ether en fonction des frais de transaction. C'est-à-dire que quand quelqu'un bridge via Relais et que ça passe par ta liquidité, tu vas générer des frais. Et là par contre, il y a vraiment très peu de TVL dessus, donc il y a peut-être un créneau à déposer de la liquidité. Notamment si t'as un peu d'Ether qui dort et que tu sais pas trop quoi en faire. Et en autre mention honorable, ce sont quasiment tous les perfs sur lesquels tu peux faire du delta neutre. Ilyes de chez GAZ, ouais, c'est compliqué à dire cette phrase, et ben il a fait un tableau complet qui permet d'avoir toutes les opportunités d'arbitrage en un endroit, et je pense qu'il y a vraiment un créneau à jouer ça avec les différents points qui sont accessibles sur tous ces perfs que tu peux voir ici, ainsi que de l'activité sur Hyperliquid. Vraiment, c'est pas un créneau à négliger. On est sur un sujet compliqué avec le delta neutre et c'est un sujet qui arrive très bientôt dans une prochaine vidéo, donc j'aurai l'occasion de développer ça un petit peu plus. On a parlé d'énormément de sujets dans cette vidéo, je vais essayer de te mettre le maximum de liens possibles directement en description, et sur ce, je te souhaite une très bonne chasse pour cet été. Merci à toi de ton attention, et sur ce, on se dit à plus. Ciao!